Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. À la une de l'actualité, visite d'État du président tchadien Idriss Déby Itno en Algérie. Au programme, le renforcement de la coopération et la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. 2014, année mémorable au Burkina Faso entre tragédie et révolte populaire. Retour sur les événements qui ont marqué le pays des hommes intègres cette année. Puis, quelles sont les chances de réussite de la Guinée équatoriale à la Coupe d'Afrique des Nations 2015? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le drapeau de Boko Haram n'aura flotté que quelques heures à Achigachia. Cette localité qui abrite un camp militaire camerounais avait été prise d'assaut par des combattants du groupe terroriste. Peu de temps après, l'armée camerounaise a lancé une contre-offensive qui lui a permis de reprendre le contrôle de la région. Un succès rendu possible grâce à l'entrée en jeu de l'aviation militaire. On écoute à ce propos Samuel Ngembok, éditorialiste. Si le Cameroun a utilisé ce moyen, ça veut dire que la puissance sur le sol de Boko Haram devenait de plus en plus intéressante. Boko Haram a une capacité de mobilité stratégique qui est largement supérieure à celle des armées conventionnelles. Donc, au cours de ces derniers jours, avant la prise de contrôle du camp militaire d'Achigachia, Boko Haram a ouvert le feu sur plusieurs fronts espacés de près de 5 à 6 kilomètres, ce qui n'a pas rendu la tâche facile à l'armée camerounaise. Donc le fait d'activer la puissance militaire aérienne montre aussi la nouvelle capacité de nuisance, la montée en puissance de cette capacité de Boko Haram face aux troupes au sol. Boko Haram est aujourd'hui en train de vouloir reprendre le contrôle des territoires camerounais parce qu'on observe quand même une certaine stagnation au niveau de son offensive au Nigeria. Et comme Boko Haram a besoin d'une tête territoriale aussi importante, donc son offensive en direction du Cameroun devient de plus en plus importante. C'est un camp qui était fortement stratégique pour Boko Haram et je pense que la menace n'est pas partie. Il va falloir que le Cameroun puisse se doter davantage de moyens financiers, logistiques pour continuer à contenir cette guerre qui n'est pas encore terminée. Visite officielle d'Idriss Déby Itno en Algérie. Le chef de l'État tchadien est arrivé ce samedi à Alger où il doit s'entretenir avec son homologue, le président Abdelaziz Bouteflika. Au centre des discussions, la coopération bilatérale, mais aussi et surtout la lutte contre le terrorisme. Les précisions de Guévanido. La lutte contre le terrorisme au Sahel occupe une place de choix dans les discussions entre les présidents Idriss Déby et Abdelaziz Bouteflika. Sur invitation de son homologue algérien, les deux présidents tenteront de trouver une solution à l'instabilité grandissante au Sahel, notamment en Libye, pays en proie à des conflits intenses depuis la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011. C'est que la situation sécuritaire au niveau du Sahel et du Sahara d'ailleurs en général est marquée depuis un certain temps par l'émergence des groupes islamistes et des groupes terroristes. La mise en commun des moyens d'information, de renseignement et éventuellement la coordination des actions pourrait être bénéfique effectivement à terme dans la lutte contre ce terrorisme. La guerre contre le terrorisme s'est étendue au Sahel et à tout le Sahara à cause de la crise en Libye. Le 19 décembre dernier, les pays du Sahel ont appelé à une intervention militaire de l'ONU. Une déclaration qui n'a pas été du goût des autorités algériennes qui préconisent plutôt une solution politique interne. Les Libyens sont les seuls habilités à définir les fondements et les contours de la solution politique en dehors de toute forme d'ingérence étrangère. Nous avons une dette à l'égard du peuple frère libyen qui nous a soutenus durant notre guerre de libération nationale. C'est sous ce double prisme qu'il faut situer les efforts constants et persévérants que nous développons pour aider les parties libyennes à sortir de la logique de la confrontation armée et à faire prévaloir la voie du dialogue pour parvenir à une solution politique de cette crise qui dure depuis plus de 4 années. Cette visite qui prendra fin ce lundi permettra aussi aux deux chefs d'État d'analyser la nature de la coopération bilatérale qui les unit. Autre point au menu des discussions, les questions d'intérêt commun sur la scène internationale, notamment en Afrique. Dans l'actualité également, nouvelle reddition de combattants en République démocratique du Congo. Elles se sont déroulées ce dimanche au nord et au sud Kivu, dans l'est du pays. Le désarmement a été supervisé par des représentants de la MONUSCO et des autorités locales. Au total, 150 combattants se sont rendus et 67 armes ont été déposées. Mais pour l'heure, l'objectif est loin d'être atteint. On écoute à ce propos Gratien Rokundikiza, éditorialiste.
Ce qui pose un problème au niveau de reddition des FDLR, c'est surtout parce que beaucoup de militants, beaucoup de combattants exigent d'abord les négociations avec le pouvoir de Kagame, ce que le pouvoir rwandais ne veut pas. Et en même temps, c'est qu'ils veulent toujours garder la main. Il faut savoir qu'ils ne combattent pas en réalité au Rwanda, mais ils restent dans les forêts, dans les montagnes du Congo pour faire le commerce des mines ou autres. Donc, il y a un gain, il y a un appât de gain, donc il y a de l'argent qui est en jeu, hors les raisons politiques ou militaires. Et deuxièmement, c'est qu'il faut souligner, c'est que ces combattants bénéficient d'une certaine complicité, éventuellement de certains pays, parce que on sait bien qu'il y a une brigade d'intervention des Nations Unies qui est au Congo, qui a déjà combattu le M23, qui était plus fort que le FDLR et qui se trouve hors d'état de combat. Le Burkina Faso vient de vivre l'une des années les plus mémorables de son histoire. Du crash d'Air Algérie à la chute de Blaise Compaoré, les Burkinabés seront passés par toutes les émotions. Mais c'est surtout le 30 octobre dernier, date de l'insurrection, qui restera sans conteste l'événement majeur de 2014. Retour sur ces faits marquants avec notre correspondant sur place, Wendiam Valentin à Compaoré. L'année 2014 au Burkina Faso a été incontestablement marquée par des troubles sociopolitiques avec pour corollaire une baisse de la croissance économique. Le 18 janvier 2014 marque le premier grand rassemblement politique de l'opposition pour contester la volonté de la modification de la Constitution, volonté affichée par l'ancien président du Faso. Le 30 octobre, à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile, les populations prennent d'assaut l'Assemblée nationale pour empêcher la modification de l'article 37 de la Constitution. C'est ainsi que le 31 octobre 2014, suite à ce soulèvement populaire, le président Blaise Compaoré quittait le pouvoir après plus de 27 ans à la tête du pays des hommes intègres. Après d'âpres négociations, l'armée cède le pouvoir à Michel Kafando, qui promet d'apporter un souffle nouveau au pays. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice. Plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Cette crise a eu un impact sur la croissance économique ainsi que les recettes fiscales du pays. Sur une prévision de 605 milliards, revue à 590 milliards, l'État ne pourra finalement mobiliser que 522 milliards de francs CFA. Vous savez que les investisseurs sont des gens qui anticipent. En observant la scène politique nationale, il y en a qui anticipent déjà et qui, on l'a remarqué surtout au niveau des importations, la cour des importations a sensiblement baissé. Selon la charte de la transition, le mandat du président Kafando prend fin le 17 novembre 2015. Les institutions de la transition mises en place, le regard est donc tourné vers les élections de 2015. Mais au sein de la population, la grogne sociale est toujours forte. Et pour le président du Conseil national de la transition, il faut une trêve sociale pour une transition réussie et apaisée. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel, à savoir l'organisation des élections de 2015. Lors de cette insurrection populaire, 24 personnes ont perdu la vie et 625 ont été blessées. Des biens publics et privés ont été saccagés. Une situation qui a plongé plus de 5000 salariés au chômage. Le coût des dégâts est estimé à environ 200 milliards de francs CFA. Renforcement de la solidarité au Sénégal. Le nombre de ménages bénéficiaires du programme national de bourse de sécurité familiale va passer de 50 à 100 000 ménages d'ici mars 2015. L'annonce a été faite ce samedi par la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Une circulaire sur cette nouvelle orientation a été envoyée aux autorités administratives. L'enrôlement des nouveaux ménages concernés devrait débuter sous peu. Du sport à présent et zoom sur le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations à 2015. À Bata, le Zalang national tentera de tirer son épingle du jeu dans une poule composée du Burkina Faso, du Gabon et du Congo. Une tâche qui s'annonce difficile. Explication avec Jean-Célestin Edjongé et Aminata Diak.
À Bata, le Zalan national de Guinée équatoriale jouera dans une poule A des plus cohérentes avec le Burkina Faso, 58e nation au classement FIFA en 2014, 9 participations à la phase finale de la CAN et finaliste de l'épreuve en 2013. Les Panthères de Gabon avec 5 participations à la CAN et quart finaliste en 1996 et 2012. Puis le Congo qui compte 6 participations et vainqueur de cette épreuve en 1972 à Yaoundé, c'était au Cameroun, face au Mali par 3-2. C'est l'un des groupes les plus faibles, si on peut exprimer ce terme, pendant cette compétition, parce que les équipes qui la constituent ne sont pas des grosses pointures en matière de football africain. Nous avons le Burkina qui a été deuxième de la CAN 2013, mais les joueurs qui constituaient cette équipe-là, qui étaient les plus en vue aujourd'hui, ont régressé en matière de niveau. Je pense le groupe le plus expérimenté de ce groupe-là, suivi du Gabon qui avait été à la CAN 2012 mais n'y était pas en 2013. Mais ils sont revenus avec des nouveaux jeunes qui ont intégré la sélection, y compris les cadres. Et un revenant, le Congo, drivé par le sorcier blanc, et qui a pu quand même, malgré les péripéties pendant les éliminatoires, ils ont pu se qualifier. La Guinée équatoriale, 120e nation au classement FIFA 2014, aurait suivi la Coupe d'Afrique à la télévision, n'eût été le renoncement du Maroc à la dernière minute. Le Zalan national ne compte en effet aucune participation à la Grande Messe continentale en 2012, une édition qu'elle a co-organisée avec le Gabon. Et l'invité surprise, si je peux le dire ainsi, parce que c'est à la dernière vue, la délocalisation de la CAN, que cette équipe est qualifiée en tant que pays organisateur. Je mets un peu la Guinée équatoriale au-dessous des 3 autres équipes, parce qu'au moins ces équipes-là ont fait les 6 matchs des éliminatoires, ils ont pu faire quelques matchs amicaux. Donc en matière de compétition, ils sont un peu plus compétitifs que la Guinée équatoriale. Mais c'est vrai que c'est un groupe assez cohérent où il n'y a pas vraiment de stars à contester, de joueurs stars, à part peut-être Aubameyang. Les Équato-Guinéens ne sont donc jamais parvenus à obtenir leur qualification. Mais les hommes d'Andoni Goïcochea, depuis leur réintégration au titre du pays organisateur le 14 novembre dernier, sont décidés à faire de la CAN 2015 une grande fête du ballon rond à l'échelle continentale, soutenue par près de 700 000 spectateurs qui composent la population de ce pays d'Afrique centrale. La CAN 2015 se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.